Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés. Alors ce soir, on a le grand plaisir de recevoir Laurent Perrault, qui est professeur de philosophie ici à Besançon, au laboratoire Logique de l'Agir. Et donc, il va nous parler de temps, de rythme. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Alors merci André pour cette invitation. Merci à la MSHE qui nous accueille ce soir. Je suis professeur de philosophie contemporaine et une partie de mes travaux porte sur la question du temps social. Dans l'histoire de la philosophie, la réflexion sur la nature du temps, elle a souvent été conduite en privilégiant deux approches majeures. Une première qui considère la réalité physique, matérielle ou cosmologique du temps, et on considère que le temps appartient à l'ordre naturel, qu'il est objectif, mesuré, qu'il devient lui-même mesure de toute chose. Et il y a une autre approche qui consiste à faire droit au point de vue de la conscience individuelle. Et dans ce cas-là, c'est l'expérience subjective du temps qu'il s'agit de penser, de Saint-Augustin à Merleau-Ponty, en passant par Kant, Heidegger, Bergson, etc. Alors, essayer de penser la dimension sociale du temps, c'est donc envisager une troisième approche où le temps est ni une donnée naturelle, ni un pur vécu, mais le produit complexe d'un ensemble de relations, d'interactions et d'institutions. Et sous cette perspective, on a la possibilité donc de dénaturaliser, de désubjectiver le rapport au temps. Il devient possible de faire apparaître une diversité de rapports possibles au temps. Alors pour cela, il faut quand même d'abord accorder un certain crédit à l'idée même d'un temps social. Or, il y a ici comme une sorte de déficit de réalité. Ce qu'est le temps objectif, on le voit bien, ne serait-ce qu'avec le parcours de l'aiguille sur la montre ou sur le cadran de l'horloge. Ce qu'est le temps vécu, le temps subjectif, on peut se référer à notre expérience personnelle du temps qui passe. En revanche, ce qu'est un temps social, ça semble plus difficile à déterminer. Alors, ma thèse ici consiste à dire qu'on peut défendre un concept spécifique, synthétique, unitaire du temps social. Et pour ma part, je le définis comme un ensemble de représentations collectives propres à un groupe social ou à une société qui informe le rapport au temps des individus et qui vaut comme une norme pour leur pratique. Il y a donc ici trois thèses complémentaires. Une première thèse qui consiste à dire que le temps social suppose des représentations collectives, alors qui vont impliquer aussi des dispositifs de synchronisation, comme un calendrier par exemple. Une deuxième thèse qui stipule que le temps social, il s'accomplit, il passe par nos pratiques, qui sont au principe de sa réalité. Et enfin, une dernière thèse qui affirme que le temps social est normatif, qu'il nous oblige à agir en temps voulu et selon des rythmes précis sous peine de sanctions sociales. Alors, il peut y avoir des temps sociaux lents, une cérémonie du thé par exemple, ou des temps sociaux qui sont soumis au double régime de l'accélération, de l'urgence ou du moment opportun. Alors, une partie de mon travail, ça consiste à relire toute une tradition sociologique qui est issue notamment de l'école durkheimienne pour retracer la découverte sociologique de ce temps social. Alors, ce n'est pas de tout ça dont je voudrais vous parler en fait ce soir, mais d'une question connexe, disons, qui sera une autre façon de présenter ces travaux et ces enjeux. Donc autour de cette question, comment trouver son rythme ? Alors, en guise de préambule, je voudrais opérer un petit détour par une bande-annonce, la bande-annonce d'une série. Alors, la série, c'est une série qui date un peu déjà, s'appelle 24 en anglais, ou 24 heures chrono. The following takes place on the day of the California presidential primary. Events occur in real time. You can look the other way once, and it's no big deal. Except it makes it easier for you to compromise the next time. And pretty soon, that's all you're doing is compromising because that's how you think things are done. By the end of the day, an attempt will be made on David Palmer's life.
There may be an element inside the agency involved with the hit on Palmer. What? For the next 24 hours, I want you all over this. These are serious. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. En fait, 24 heures chrono met en scène Jack Bauer, qui est un agent d'élite de la cellule antiterroriste de Los Angeles. C'est un ancien militaire et c'est donc un professionnel formé à la gestion des crises extrêmes. Il est rompu aux opérations clandestines et il est capable de prendre des décisions rapidement. Alors, il est confronté à toute une série de menaces majeures, des attentats nucléaires, des complots étatiques, des manipulations diplomatiques, qui font de lui un sujet qui est constamment requis par l'exception. Alors, il est aussi souvent rattrapé par sa vie personnelle parce qu'il a une fille qui, quand elle ne prend pas tout un tas de drogues, elle passe une bonne partie de son temps à se faire kidnapper. Et le dispositif narratif est particulier puisque chaque saison couvre 24 heures continues. Un épisode dure 1 heure en temps réel. Et donc, Jack Bauer évolue dans une succession de présents qui se succèdent les uns après les autres. Et il y a ce compte à rebours omniprésent qui matérialise la contrainte, puisque chaque minute perdue peut coûter des milliers de vies. Donc, Jack Bauer, ici, c'est celui qui incarne la subjectivité de l'urgence. Alors, évidemment, il y a une limite constitutive qui s'exprime à travers ce dispositif du split screen, de l'écran éclaté. C'est-à-dire que Bauer ne peut pas être partout à la fois. Il y a de multiples foyers de crise. Et donc, il doit déléguer, il doit accepter aussi que certains événements lui échappent. Donc le héros ici, il n'est pas omnipotent, il est toujours en retard sur quelque chose. Jack Bauer ici, c'est pas du tout le fantasme d'une maîtrise totale, mais c'est au contraire l'expérience d'un monde qui est saturé d'alerte, où l'action doit sans cesse devancer la catastrophe, mais sans jamais la prévenir définitivement. On a donc ici un homme qui est livré au règne de l'urgence, toujours requis, jamais quitte, condamné à intervenir, sans pouvoir coïncider avec la totalité de ce qui exige son secours. Alors, en un sens, Jack Bauer, c'est un peu nous. Nous sommes aussi, à des degrés divers, dans l'impossibilité de trouver notre propre rythme. Alors, vous allez me dire, c'est un peu exagéré, et c'est vrai, et mon propos ne sera pas de dire que nous ne pouvons plus trouver notre rythme, mais je veux néanmoins tenter de donner à cette question toute sa portée. Je vais formuler une série de constats initiaux relatifs à l'urgence et à l'accélération. Ensuite, je vous proposerai de reconsidérer ce que Simone Weil nous dit du rythme, qu'elle oppose à la cadence, dans le recueil de textes intitulé « La condition ouvrière ». Et enfin, j'envisagerai différentes pistes pour tenter de retrouver un rythme propre, un rythme qui soit nôtre. Alors tout d'abord, une série de constats relatifs tout d'abord à la généralisation et à la chronicité de l'urgence. L'urgence, c'est la nécessité d'agir rapidement en fonction de circonstances données. Alors, il y a des urgences parfaitement légitimes sur un plan éthique et juridique, qu'il s'agisse d'intervenir pour interrompre le développement d'une maladie, répondre à une agression armée, rétablir l'ordre public, préserver un bâtiment en péril, sauver des œuvres d'art menacées par un incendie, etc. Cependant, les sociétés contemporaines se caractérisent par un double phénomène de généralisation et de chronicité de l'urgence. Ce qui signifie que toute tâche tend à revêtir un caractère d'urgence et que l'urgence n'est plus un moment exceptionnel, mais la norme de nos existences. Et le problème ne tient pas seulement au fait que l'urgence se banalise, au risque de perdre son sens, mais surtout au coût extrêmement élevé de ce nouveau régime temporel. Alors l'analyse clinique de l'urgence dresse l'inventaire de ces symptômes sur 3 plans distincts. Sur le plan du vécu individuel, tout d'abord, le sentiment constant de l'urgence affecte la santé psychique des individus. La pression à faire plus vite engendre des niveaux élevés de stress, d'anxiété.
et les formes de saturation, burn-out, dépression, ou de déconnexion sociale liées à l'isolement ou à l'absence de temps pour des activités non productives se multiplient. Sur le plan des dynamiques collectives, le règne de l'urgence se traduit par une fragmentation des communautés, l'érosion de la solidarité et l'apparition de nouvelles formes d'aliénation. Il y a donc des vulnérabilités nouvelles, des déséquilibres sociaux qui apparaissent, notamment parce que certaines populations ou certaines sphères de la société semblent plus touchées par l'urgence que d'autres, les travailleurs des secteurs précaires, où les personnes exposées aux changements technologiques rapides ressentent davantage la pression de l'urgence et de l'accélération, tandis que d'autres groupes plus privilégiés parviennent à maintenir un contrôle plus serein sur leur temporalité. Sur un plan proprement politique et social ou sociétal, ce sont aussi les institutions politiques, économiques, éducatives qui sont soumises à une exigence d'efficacité et de rapidité inédite. La gestion de crise s'est banalisée, et l'idéologie de l'urgence impose un mode de gouvernance particulier, mais qui perdure. Alors, tout ceci, vous le trouvez notamment très bien étudié, analysé dans l'ouvrage de Nicole Aubert, Le culte de l'urgence, la société malade du temps. À ces premiers constats, il faut ajouter tout un régime de discours qui relève de ce qu'on peut appeler l'accélérationnisme, qui constitue une sorte de lieu commun de la pensée contemporaine. Alors je me réfère ici en particulier aux travaux de Christophe Bouton, notamment dans cet ouvrage de 2022, L'accélération de l'histoire. Alors, sous une perspective qu'on pourrait dire génétique, on considère alors que la généralisation de l'urgence, elle trouve ses origines dans une accélération croissante des rythmes de vie et de l'histoire, qui induisent une transformation profonde de notre rapport au temps. Donc avant, dans les sociétés prémodernes, le temps était rythmé par les cycles naturels ou les événements religieux ou communautaires, et aujourd'hui, il serait de plus en plus dominé par une linéarité mécanique et fragmentée, et par une sorte de précipitation qui ne cesse d'aller croissant. Et cette fragmentation du temps, elle entraîne une compression des expériences où chaque moment est instrumentalisé, monétisé ou contrôlé. Alors, dans un ouvrage qui s'intitule « L'insécurité du territoire », Paul Virilio mettait déjà en garde contre une société dominée par ce qu'il appelle la dromologie, la logique de la vitesse, qui accélère non seulement les rythmes techniques, mais aussi les interactions sociales et la perception elle-même. C'est surtout chez Hartmut Rosa, alors à la fois dans cet ouvrage Accélération, une critique sociale du temps, et également dans cet autre ouvrage qui est plus ramassé, qui s'intitule Aliénation et accélération. C'est chez lui qu'on trouve sans doute l'un des diagnostics les plus pertinents de cette accélération. En effet, il ne s'agit pas simplement de constater une sorte d'impression subjective de vitesse accrue. Hartmut Rosa, ce grand sociologue allemand, distingue donc 3 processus interdépendants qui transforment les structures objectives du monde social, les formes de l'action et l'expérience vécue du temps. La première dimension, c'est celle de l'accélération technique. Ça désigne l'augmentation continue de la vitesse des transports, des communications, des processus de production. Les innovations technoscientifiques nous promettent à chaque fois un gain de temps, on se déplace plus vite, on transmet instantanément l'information, on automatise des tâches qui autrefois étaient très longues. Le monde devient donc immédiatement accessible, les distances perdent leur épaisseur et l'action peut se déployer quasi simultanément sur plusieurs scènes. La deuxième dimension, c'est celle de l'accélération du changement social. Ici, ce ne sont plus seulement les moyens d'agir qui s'accélèrent, mais les structures mêmes de la vie collective.
les institutions, les carrières professionnelles, les formes familiales ou politiques deviennent plus instables et se transforment à un rythme inédit. Donc, ce qui était autrefois durable, des métiers, des appartenances, le couple, perd en continuité et ces expériences se périment rapidement. La troisième dimension, c'est celle de l'accélération du rythme de vie. Elle concerne donc la manière dont les individus éprouvent, organisent leur quotidien. Et ici, ce qui est frappant, c'est que malgré les gains techniques supposés économiser du temps, les sujets font l'expérience d'un manque chronique de temps. Donc, on tente de multiplier les épisodes d'action par unité temporelle. On a plus de tâches, plus de rendez-vous, plus d'interactions, plus d'expériences condensées dans une même journée. Donc, il en résulte une logique d'optimisation, de simultanéité. On fait plusieurs choses à la fois. On réduit les pauses et on convertit tout moment en opportunités productives. Alors, comme le montre ce schéma un peu touffu, ces trois formes ne sont pas indépendantes. Elles forment un cercle qui s'auto-renforce. Les innovations techniques rendent possible des changements sociaux plus rapides, lesquels exigent des individus une adaptation plus intense, ce qui stimule à nouveau la demande d'efficacité technique. Et aux yeux d'Hartmut Rosa, l'accélération devient ainsi structurelle et systémique. Et ça caractérise à ses yeux une sorte de pathologie temporelle qui caractérise notre modernité. Bien que tout aille plus vite, rien ne semble suffire et le monde tend à se dérober à notre appropriation. Alors, ça, c'est déjà un premier régime de discours, disons. Alors, plus récemment, à la faveur de la diffusion du concept, alors qui est discuté par ailleurs, d'anthropocène, qui serait donc l'époque au cours de laquelle l'humanité se serait imposée comme une force géologique, on a vu ce discours de l'accélération s'étendre à la nature elle-même, jusqu'à remettre en cause le partage établi entre une histoire humaine et une évolution naturelle. La période de 45 à nos jours est désormais souvent désignée comme étant celle de la grande accélération. Par exemple, dans cet ouvrage de 2015, Global Change and the Earth System, A Planet Under Pressure, for sure. Pardon, j'ai pas résisté. Donc il y a cette idée ici que le changement climatique en particulier cause une sorte de grande accélération, que tout ceci peut être mesuré par de multiples indicateurs, la concentration en CO2, la déforestation, la chute de la biodiversité, etc. Ce qui signifie ici que la grande accélération, elle semble avoir contaminé la nature elle-même, ce qui amène Bruno Latour à formuler cette interrogation. On frissonnait déjà devant l'accélération de l'histoire, mais comment se comporter devant la grande accélération ? Alors, le problème de ces deux constats, enfin en tout cas de ce constat de l'urgence généralisée et de la diffusion de ces théories de l'accélération, c'est que ça nous confronte à un certain nombre de conséquences paradoxales. Alors la première, c'est l'émergence d'une sorte de conscience tragique, où ici, on reconnaît que la contradiction, la perte et la finitude ne sont pas des accidents contingents, mais des dimensions essentielles de la condition humaine. Puisque en s'imposant comme un mode d'existence par défaut, l'urgence suscite une série d'impératifs qui orientent, limitent notre capacité à penser. Et d'un autre côté, les théories et les récits de l'accélération ont aussi cette conséquence. Nature et histoire semblent pris dans une dynamique irréversible qui a tous les dehors d'une nécessité implacable. Donc la conscience affairée se fait aussi tragique. Elle a éminemment conscience des nécessités de l'urgence et de la nécessité de l'accélération.
Alors, parfois, les conclusions se font assez pessimistes et on voit apparaître des discours sur le grand effondrement qui serait à venir ou sur une sorte de tragédie cosmique. Et ces théories de l'accélération, elles sont souvent sous-tendues par une téléologie implicite et qui est parfois associée à une sorte de catastrophisme qui prophétise volontiers la fin de l'histoire et ou de la nature. Donc à ces conditions, il n'y aurait plus qu'une seule position possible, celle du survivalisme. Alors, ça pose quand même un problème délicat, puisque ici, toutes les conditions sont réunies pour qu'on renonce en définitive à penser l'avenir, en considérant que celui-ci ne fait plus sens. Alors, moi, c'est pas du tout mon option, et je considère au contraire qu'il faut tenter d'affronter ces difficultés, mais en ressaisissant, en réfléchissant au temps social, au rythme, et ce de manière collective et démocratique. Alors pour esquisser cette perspective, disons, je voudrais partir à présent de ce que suggère Simone Weil dans cet ouvrage La condition ouvrière, où elle met en place, elle pense une opposition entre ce qu'elle appelle la cadence, d'une part, et d'autre part, ce qu'elle appelle le rythme. Donc ce qui m'intéresse, c'est cette conception du rythme qui s'énonce dans cet ouvrage, même si les choses ne sont pas non plus complètement développées comme elles pourraient l'être. Alors, Simone Weil, elle a voulu, alors qu'elle était professeure agrégée de philosophie, aller faire l'épreuve de l'oppression subie par les ouvriers afin d'en analyser les causes. Donc, elle a travaillé successivement chez Alstom à Paris, dans les usines Renault également. Et donc, c'est par choix, essentiellement, qu'elle se fait ouvrière. Et c'est dans cet ouvrage qui rassemble alors à la fois des lettres, des notes, des projets d'articles, qu'elle restitue cette expérience. Et elle y développe une critique du temps social ouvrier qui est à la fois puissante et originale. Alors, elle pense tout d'abord la cadence. La cadence, c'est une temporalité qui est subie par les ouvriers et qui est la résultante d'un rapport au temps conçu pour maximiser la production, un rapport au temps qui va être dicté par la machine et qui va être puissamment vecteur d'aliénation. Alors, cette cadence, c'est d'abord la conséquence de ce qu'on appelle la taylorisation du travail, donc une réflexion qui conduit à une rationalisation de la production et qui se fonde sur l'élimination des contingences particulières qui sont susceptibles de nuire à l'amélioration de la productivité. Donc les accidents, la personnalité du travailleur ou la reconnaissance du chef ou du patron. Et cette rationalisation du travail, elle passe par la mesure du temps nécessaire à la réalisation d'une tâche. Donc il s'agit d'étudier les temps par la décomposition de chaque travail en mouvements élémentaires qui se reproduisent dans des travaux très différents, d'après des combinaisons diverses. Et une fois qu'on a mesuré le temps nécessaire à chaque mouvement élémentaire, on obtient facilement le temps nécessaire à des opérations très variées. Alors c'est ce que Simone Weil analysera rétrospectivement, notamment dans une conférence qu'elle consacre à la rationalisation, à la taylorisation du travail.
Alors la cadence, à partir de là, c'est avant tout l'effet direct de cette conception taylorienne de la rationalisation du travail, et c'est disons, le rythme particulier du travail en usine, ainsi que la temporalité qui en découle. Alors, la succession de leurs gestes n'est pas désignée dans le langage de l'usine par le mot de rythme, mais par celui de cadence. Donc Simone Weil reprend un terme que les ouvriers mobilisent eux-mêmes pour en faire une catégorie fondamentale de sa critique du temps social ouvrier. Alors la cadence, elle se manifeste tout d'abord avec le rapport à la machine, dans ce face-à-face avec la machine, où le corps est en définitive intégré au dispositif technique. Et l'expérience de la cadence, ça suppose déjà qu'on soit un corps en lien continu avec la machine ou avec la chaîne. Ensuite, c'est une temporalité mécanique qui présente deux caractéristiques majeures, la vitesse et la répétition. Alors, il faut faire vite. Il y a des normes de vitesse établies par des bureaucrates, dit Simone Weil, et cette vitesse, c'est bien évidemment la condition de la rentabilité. Mais d'autre part, il faut aussi que la tâche, elle soit très simple, assez simple pour être répétée, sans qu'on ait à faire preuve d'une quelconque réflexion ou d'une quelconque inventivité. Donc la répétition est nécessaire parce qu'il ne s'agit plus de suivre toutes les étapes successives pour la production d'un objet manufacturé, mais bien de se spécialiser sur une seule et même tâche. Donc la cadence conjugue vitesse et répétition sans fin à la faveur d'une contrainte corporelle extrême. Et elle s'impose ainsi comme un régime continu qui, idéalement, élimine toutes les pauses. La pause, ce n'est pas simplement une mise en suspens, mais c'est une infraction à l'ordre rationnellement conçu. Alors, il en résulte toute une série de conséquences que je ne vais pas détailler, mais qu'on peut concevoir assez facilement. La fatigue de l'ouvrier, qui est la conséquence la plus immédiate de la cadence, l'usure corporelle aussi, qui fait que on est assez vite remplacé par des personnes plus vaillantes. Il y a aussi le fait que cette cadence, elle n'épuise pas seulement le corps, mais elle occupe constamment l'esprit, ou l'âme, dira plus volontiers Simone Weil. Donc elle interdit toute possibilité de réflexion ou de rêverie. Enfin, elle se traduit aussi par une multitude d'affects, principalement ceux de la peur, ceux de l'ennui également. Alors, tout ce régime de la cadence, il s'étend aussi, dans une certaine mesure, aux loisirs, qui sont conçus comme des moments de récupération destinés à compenser les effets du travail, mais qui, là encore, peuvent distraire, mais en réalité ne libèrent pas. Ils maintiennent les individus dans un état de dépendance qui les laisse incapables de retrouver un véritable espace de liberté. Il y a donc tout un tableau de l'aliénation temporelle ouvrière qui passe à travers cette thématisation de la cadence. Alors, à cette description de la cadence, Simone Weil oppose l'idée d'une temporalité émancipée qui serait celle du rythme. C'est ça qui va m'intéresser plus particulièrement. Le rythme, ici, c'est une temporalité qui serait plus humaine, plus respectueuse de l'individu. Alors, je me réfère ici à un passage d'un texte qui s'intitule « Expérience de la vie d'usine », où elle met en place cette opposition entre la cadence et le rythme. On va rester là-dessus. Alors, ici, Simone Weil suggère que la cadence est le contraire d'un rythme et que toutes les suites de mouvements qui participent au beau et s'accomplissent sans dégrader enferment des instants d'arrêt, bref comme l'éclair, qui constituent le secret du rythme. Alors, qu'est-ce que le rythme ? Le rythme, ça correspond tout d'abord à une temporalité personnelle.
au sens où elle est non seulement vécue par l'individu, mais aussi pleinement assumée par celui-ci. Et à ce moment-là, elle est éprouvée avec un sentiment d'accomplissement de soi-même. Donc là où la cadence est mise au service de la production, le rythme apparaît comme l'occasion d'une réalisation de l'individu par lui-même, à la faveur d'activités qui suivent un certain déroulement, qui ont certaines conditions temporelles, mais qui sont propices à un épanouissement de la personne. Donc le bon exemple, ce serait celui des artisans qui, en façonnant des objets, adaptent leurs gestes et leur temps à la matière, qui créent une œuvre aussi qui porte leur empreinte personnelle. Alors, la possibilité d'une telle réalisation personnelle tient d'abord et avant tout au fait que la contrainte dans l'expérience du rythme est comme mise en suspens. La cadence apparaît comme une soumission de l'individu à la machine, aux ordres des supérieurs, à l'ordre de l'usine. Elle est donc la contrainte temporellement vécue. Et par différence, le rythme serait ce régime temporel d'un engagement pratique et corporel qui ne répond pas à des attentes ou à des exigences, mais qui s'ordonne naturellement selon la fin de l'activité qu'on a soi-même définie. Et le rythme serait donc ce rapport au temps qui nous donne l'occasion de faire l'épreuve de notre propre liberté. Alors la liberté, elle est notamment retrouvée par ces moments particuliers que sont les arrêts, les interruptions, les pauses, tout ce qui brise la continuité de la contrainte vécue, de l'oppression, de la cadence. Et en particulier, c'est de cette manière qu'on pourra remédier aux conséquences vécues de la vitesse, de l'accélération, de la répétition qui découle de l'expérience de la cadence. Alors, au-delà de cela, le rythme peut aussi être une forme de consécration de la lenteur, ce que suggère cet extrait lorsque Simone Weil nous dit que les instants d'arrêt donnent au spectateur, à travers même l'extrême rapidité, l'impression de la lenteur. Le coureur à pied, au moment qu'il dépasse un record mondial, semble glisser lentement, tandis qu'on voit les coureurs médiocres se hâter loin derrière lui. Plus un paysan fauche vite et bien, plus ceux qui le regardent sentent que, comme on dit si justement, il prend tout son temps. Alors, on le devine un peu, hein, Simone Weil est catholique, donc le rythme, à ses yeux, recèle la possibilité de moments de grâce, et l'activité devient alors un spectacle qui peut lui-même être au principe d'un plaisir esthétique particulier. Alors, elle prolongera tout ça avec une théorie du rythme comme principe de la production artistique, ou composante essentielle de l'œuvre. Non, pas encore. Et elle suggérera que le cours du temps est l'instrument, la matière et l'obstacle aussi de presque tous les arts. Alors, ce qui vaut pour la musique, mais aussi, à ses yeux, pour l'ensemble des arts. On a donc chez Simone Weil une conception très forte de ce que peut être le rythme d'une temporalité personnelle, libérée, réappropriée, où les choses s'accomplissent, mais en respectant aussi ou en s'accommodant de temps de pause, de moments suspendus. Donc on n'est plus pris dans la continuité subie de la cadence, mais au contraire, le rythme se nourrit constamment de temps de pause qui permettent une réappropriation et idéalement un certain épanouissement. Alors, tout ça est bien gentil, mais à partir de là, compte tenu de tout ce qu'on a dit précédemment, de la généralisation, de la chronicité de l'urgence, de toutes ces théories de l'accélération historique et naturelle dans lesquelles nous serions désormais pris, il faut reposer la question comment trouver son rythme. Alors, à l'évidence, il n'y a pas de réponse simple, et puis de toute façon, il faut toujours se méfier des philosophes quand ils commencent à se répandre en préconisations. Je vais donc me contenter d'identifier 3 voies possibles
qui ne sont pas exclusives les unes des autres. Et cette distinction des voies possibles pour répondre à cette question me semble déjà un résultat significatif. Alors, la première voie, à l'évidence, elle consiste à renouer avec les cycles naturels. Et en définitive, c'est là la voie la plus ancienne, celle d'un bon rythme, d'une eurythmie, qui aurait une dimension cosmique. L'harmonie des sphères, la circulation des astres, la régularité des saisons peuvent normer ce bon rythme. Et en un sens, c'est là ce que défendait déjà Platon, alors qui définissait le rythme. C'est aussi une définition très intéressante qu'on trouve dans le dialogue Les Lois, où il dit la chose suivante: le rythme est l'ordre dans le mouvement. Alors, c'est un passage où il distingue ce qui relève de la voix et ce qui relève du mouvement du corps. Et c'est à propos du mouvement du corps qu'il a cette définition du rythme comme ordre, taxis, du mouvement. Tout ça intervient dans un contexte anthropologique et éducatif, où il s'agit de réfléchir à la façon que nous aurons de normer les mouvements corporels, mais aussi bien l'éducation et les institutions sociales d'une manière générale. Et ici, à l'évidence, pour Platon, mais ça vaut aussi pour les Grecs d'une manière générale, trouver le bon rythme, c'est parvenir à s'accorder avec une totalité cosmique, c'est parvenir à rétablir une correspondance entre l'ordre social et l'ordre de la nature. Alors, à l'évidence, retrouver un rythme en accord avec les cycles naturels, ce n'est pas une simple modification d'habitude, mais ça peut engager une transformation plus profonde de notre rapport au temps. Et bien évidemment, la difficulté contemporaine, elle tient au fait que notre existence quotidienne, elle est largement soumise à un temps abstrait, homogène, métrique, donc le temps de l'horloge notamment, qui tend à dissocier le sujet de ses propres rythmes vitaux. Et renouer avec les cycles naturels, se resynchroniser avec les cycles cosmiques et terrestres, ou avec l'alternance du jour et de la nuit, ne serait-ce que pour notre sommeil, peut ainsi apparaître comme un impératif, et ça peut aussi passer par différentes activités, la marche, le jardinage, l'observation, etc., qui sont autant de manières de renouer avec notre environnement. Alors évidemment, tout ceci est porté par une littérature écologique qui plaide en faveur d'un renouement avec les cycles naturels ou avec le vivant d'une manière générale. Donc ça, c'est une première voie pour retrouver son rythme. La deuxième voie, à l'évidence, elle tient à ce qu'on pourrait appeler un temps à soi. Alors évidemment, la formule en évoque une autre qu'on trouve chez Virginia Woolf, puisque c'est le titre d'un essai qu'elle rédige en 1929, où elle s'interroge sur les conditions de possibilité de la création intellectuelle féminine. Alors chez elle, ça désigne à la fois des conditions concrètes d'existence, un revenu stable, mais aussi un espace privé, fermé, soustrait aux sollicitations domestiques. Et c'est aussi enfin un espace intérieur où l'activité de la conscience, la vie de la conscience pourra se déployer sans surveillance ni censure. Avoir une chambre à soi, de ce point de vue-là, c'est conquérir un espace psychique où la pensée peut s'éprouver comme légitime. Alors à partir de là, si on emprunte cette formule, si on la décalque, avoir un temps à soi, c'est donc aménager des conditions propices à une réappropriation du temps. C'est aussi savoir refuser certaines sollicitations et résister, préserver jalousement ce temps à soi. Cette voie, vous le voyez, elle est bien différente de la première, puisque
ici, le rythme n'est pas quelque chose que l'on impose de l'extérieur, ou en prenant modèle, ou en se référant à une totalité cosmique, comme chez Platon. Ici, il s'agit au contraire de faire droit à ce qui se dit en nous et à notre expérience personnelle, intime, d'un rythme retrouvé. Alors, ici, il faut se fier notamment à ce que nous dit le corps. Alors, ce que nous dit le corps, notamment lorsqu'il est en refus dans les situations de burn-out, par exemple, où ici, c'est bien souvent le corps qui commence à dire « je n'en peux plus », mais le corps aussi qui vit comme une structure pulsatile, avec des alternances entre veille et sommeil, faim et satiété, effort et récupération, concentration et relâchement. Et prendre acte de ces oscillations dans la perspective de constituer ce temps à soi, ça suppose donc une attention à ces sensations, ces vécus pré-réflexifs, fatigue, élan, saturation, disponibilité, où il s'agit moins de discipliner le corps que d'apprendre à l'écouter, c'est-à-dire à laisser réapparaître ses propres régularités. Et nous avons à cet égard au moins 2 rythmes fondamentaux, ceux des battements de notre cœur et ceux de notre respiration. Ici, je me référerai volontiers à un très beau passage qu'on trouve dans la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, où il analyse la survenue du sommeil, le fait de s'endormir, et la condition de l'apparition de ce sommeil qui se trouve dans une certaine respiration. Il dit la chose suivante: « Je respirais lentement et profondément pour appeler le sommeil, et soudain, on dirait que ma bouche communique avec quelques immenses poumons extérieurs qui appellent et refoulent mon souffle. Un certain rythme respiratoire, tout à l'heure voulu par moi, devient mon être même, et le sommeil, visé jusque-là comme signification, se fait soudain situation. » Alors ici, on le voit, la respiration lente n'est pas une cause mécanique, c'est une sorte de style d'être au monde qui rend possible l'endormissement. Et il s'agit de faire apparaître ici une sorte de pouvoir rythmique du corps qui n'est pas soumis, qui est soustrait à notre volonté. Alors, renouer avec ces rythmes biologiques, c'est une chose, mais qui ne fera sans doute pas tout, mais il faut aussi éventuellement réintroduire des formes de répétition signifiantes, des rites quotidiens ou hebdomadaires qui vont instaurer des scansions, qui vont stabiliser l'existence sans la rigidifier. Et la continuité biographique, la continuité de nos vies peut alors se tisser par des moments de reprise plutôt que par une accélération constante. Alors, cette seconde perspective qui est très, très importante, elle a peut-être l'inconvénient de rester dans le registre de l'éthique individuelle, et dans une perspective nourrie par toute une littérature qui serait un peu celle d'un développement personnel, mais peut-être précisément trop personnel. La troisième voie que je voudrais évoquer consiste à politiser la question du temps, ou à refaire du rapport au temps une question politique. Alors, évidemment, ici, on peut mentionner l'importance de certaines expériences communautaires qui essayent d'imaginer ou de mettre en pratique d'autres modes d'organisation sociale pour élaborer un autre rapport au temps. Il y a des travaux sociologiques de l'allemand, par exemple, ou de Salustio, qui sont extrêmement intéressants sur des communautés sociales qui ont fait sécession, qui essayent de s'auto-organiser et qui, du coup, pense cela notamment sous la forme d'un autre rapport au temps, donc dans l'expérience d'un autre temps social. Alors pour ma part, je pense qu'il faut surtout faire apparaître l'importance du rapport politique au temps. Alors il ne s'agit pas là de penser le rapport du monde politique
de ces acteurs, de ces institutions au temps, ni de cerner les spécificités temporelles du pouvoir, ce qu'exprime très bien Emmanuel Macron lorsqu'il dit qu'il est le maître des horloges, mais plutôt de considérer que le temps, c'est un objet politique et que ça doit être l'enjeu de discussions politiques. Alors, à cet égard, ici, on peut se fonder sur les travaux d'un philosophe espagnol, Innerarity. Alors, une partie de ces travaux sont traduits en français, notamment dans ce texte-là, Le futur et ses ennemis. Et ici, il s'agit de permettre une prise en compte pluraliste, démocratique des rythmes sociaux, une prise en compte qui serait consciente aussi des enjeux de la transition écologique et qui procéderait ni d'une utopie irréalisable, ni d'une révolution, mais d'une mobilisation collective qui pourrait ensuite être accompagnée par l'État. Alors c'est ce que Innerarity appelle une chronopolitique, un gouvernement des temps sociaux qu'il conçoit autour d'un ensemble de principes simples, la sanctuarisation des acquis de la conquête du temps libre, la réduction des diachronies et des polychronies, la redéfinition collective des priorités véritables et du rapport à l'avenir. Si bien qu'une telle chronopolitique suppose à la fois de reconsidérer le rôle des institutions politiques, mais aussi l'espace public et l'éducation, et de définir les conditions pratiques d'une mobilisation collective autour de ces questions de temps et de rythmes sociaux. Alors, on voit la difficulté à différentes échelles, mais les acteurs publics, ils sont souvent bien plus préoccupés par l'aménagement de l'espace, l'aménagement du territoire, et très souvent la question des rythmes, la question de l'organisation du temps social, elle passe à l'arrière-plan quand elle n'est pas tout bonnement négligée. Donc voilà la troisième voie plus collective, plus politique, qui pourrait s'indiquer en complément des deux précédentes, par quoi nous pourrions envisager plus collectivement et plus démocratiquement des réponses à cette question très générale, comment trouver son rythme. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On a le temps de quelques remarques, questions. Qui souhaite, oui. Oui, merci de votre conférence. Je voulais vous poser une question parce que à propos de la cadence particulièrement, vous avez fait grandement référence à l'appréciation aux ouvrages et aux expériences de Simone Veil, en usine particulièrement, il y a quand même quelques décennies maintenant. Est-ce que tout ce qui a été formulé, compris, comparé, n'est pas au temps actuel à revisiter complètement? Si on va, vous avez cité Simone Veil chez Renault ou autre, si on va dans une usine actuelle, la cadence elle existe, mais l'humain n'est plus là. On a 90% de robots. La tâche est devenue complètement mécanique. La densité du propos des écritures de Simone Veil, au temps où l'humain était l'essentiel de la production cadencée, est aujourd'hui totalement disparu, a totalement disparu. Est-ce que finalement toute l'analyse n'est pas à revisiter Oui, bien sûr. Alors merci pour votre question. En un sens, vous avez parfaitement raison. Les conditions de travail à l'usine qui sont décrites par Simone Veil, qui correspondent
correspondent à son expérience du travail à la chaîne dans les années 30, il est bien certain qu'elles ont complètement changé d'une certaine manière. Néanmoins, il y a encore des ouvriers qui travaillent à l'usine, qui connaissent des conditions de travail difficiles, donc c'est plus forcément à la chaîne, mais ce régime temporel qui contraint le corps, où on est constamment soumis à une certaine vitesse ou à une certaine répétition. On peut le trouver aussi dans d'autres formes de travail. On peut considérer aussi qu'il s'est diffusé. Les livreurs Uber, par exemple, les salariés chez Amazon, etc. Donc le travail a évolué. Il y a d'autres formes d'aide, il y a la robotisation, etc. Mais d'une certaine manière, ça reste quand même une réalité. Et d'autre part, même si ces conditions de travail ont évolué, on peut considérer que ça ne périme pas pour autant l'ensemble de l'analyse de Simone Weil, et que cette opposition entre un régime de la cadence qu'on peut retrouver, enfin on peut faire le lien en tout cas avec ce que j'ai dit au sujet de la généralisation, de la chronicité de l'urgence. On peut considérer quand même que cette opposition entre cadence et rythme, elle est intéressante, et notamment parce qu'elle nous donne à penser d'un rythme qui serait plus libéré, plus approprié, plus émancipé. Effectivement, si je peux me permettre, je voudrais rebondir que maintenant, dans le travail d'administration, dans les bureaux, les assistantes, elles sont aussi passées on peut dire, du rythme à la cadence. On voit le nombre de burn-out qui augmente. Et elles ont le même système qu'en usine, mais dans les bureaux. Et je pense que ça s'est transposé en fait avec le temps. Voilà, c'était une remarque. Et je voulais vous demander quel est votre avis par rapport au moment du Covid où on s'est tous arrêtés, tout s'est stoppé, et après on a eu l'impression que le temps s'est accéléré. Comment vous pouvez l'expliquer? Et une troisième question, c'est face au sentiment d'accélération que tout le monde ressent, est-ce qu'on va arriver à s'adapter, ou est-ce qu'il y a un possible retour en arrière aussi, où on va trouver que le temps passe moins vite et qu'on a moins de pression? Merci pour ces questions. Alors, effectivement, la période d'exception du Covid, c'est déjà une réponse de l'ensemble de la société à une urgence majeure, qui est celle d'une épidémie. Donc c'est une urgence qui devient prioritaire par rapport à toutes les urgences, ou par rapport à notre régime temporel, quotidien, courant, et par rapport à une certaine organisation courante de la vie sociale. Donc de ce point de vue-là, il y a cette sorte de moment un peu exceptionnel où, dans l'expérience du confinement, un certain nombre de tâches sont mises en suspens, mais aussi la vie sociale d'une manière générale. Alors même si elle se recompose ou s'est récomposée parfois d'autres manières. Donc voilà ce qui était en jeu et ce qu'on peut constater, ce qu'on a tous constaté à ce moment-là. Alors, de ce point de vue-là, ça constitue aussi une forme d'expérimentation, en quelque sorte, que ce temps social général un peu suspendu. Mais dans le même temps, on savait bien aussi que ça n'allait pas durer, en un sens, et que c'était pas complètement tenable, et que ensuite les choses allaient redevenir normales, et que peut-être même, en raison du temps qui avait été perdu, il faudrait le compenser d'une certaine manière, et donc tenter de rattraper ce temps perdu. Voilà, j'aurais pas d'autres constats ou réflexions à développer à partir de là sur ce moment d'exception. Et pour ce qui concerne votre seconde question, vous voulez bien me la rappeler, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va s'habituer à ce temps qui s'accélère, ou ce sentiment d'accélération, ou est-ce qu'on va pouvoir collectivement ralentir et avoir moins ce sentiment de pression quotidienne?
Oui. Alors, il y a un enjeu, vous avez parfaitement raison de le souligner. Alors, c'est ce qui est éminemment problématique dans toutes ces théories de l'accélération. Et par exemple, lorsqu'on lit Hartmut Rosa, le constat un peu déceptif qu'on peut avoir, c'est qu'on semble pris comme ça dans cette grande spirale de l'accélération, comme il dit, et il n'y a pas véritablement d'issue possible. Alors, on peut essayer de s'y soustraire individuellement ou par petites communautés, mais ça ne constitue pas une réponse globale. Donc, il dit, bon, ça ne marche pas. Et en général, quand on essaye de se soustraire à toute cette vie sociale accélérée, dit-il, c'est souvent des situations de marginalité provisoire. Ensuite, il y aurait l'éventualité de catastrophes successives qui interrompraient le cours du temps, mais ça passe nécessairement par des moments douloureux, violents, extrêmement coûteux. Et puis enfin, compte tenu de tout ce qu'il a développé, il ne croit pas à la possibilité d'un sursaut politique, d'une réappropriation collective. Donc c'est ça qui est extrêmement troublant dans le tableau qu'il nous dresse, c'est qu'en quelque sorte, nous sommes dépossédés de notre rapport au temps, et il y a une sorte de pessimisme foncier, de tragique de la modernité, qui est assez typique des travaux de l'école de Francfort, d'une certaine manière. Alors, c'est des choses qu'il a ensuite compensées par toute une théorie de la résonance, en essayant de faire valoir le fait qu'à certains moments, sous certaines conditions, on pouvait trouver des moments de résonance avec notre environnement, et ainsi suspendre au moins individuellement le cours du temps. Donc moi, je pense qu'il y a une voie pour une politique des temps sociaux, pour une réappropriation politique. Mais évidemment, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, et ça suppose d'avoir collectivement une conscience de l'ensemble de ces enjeux, et qui deviennent l'objet aussi de discussions publiques. Par exemple, alors il y a quand même des expérimentations, il y a quand même des choses. Par exemple, les travaux du CESE, du Conseil économique et social, sur les rythmes scolaires, avec des assemblées de citoyens qui délibèrent, qui se forment, qui recueillent de l'information, etc., et qui ensuite font des propositions. C'est typiquement le genre de choses qui remet sur le devant de la discussion la question du rapport au temps et la question de l'aménagement des rythmes sociaux et des rythmes collectifs. Oui, merci pour votre conférence. Ma question, moi, c'est par rapport aux ouvertures des magasins le dimanche, par exemple. J'entends des cas députés plutôt libéral qui dit c'est la liberté de pouvoir ouvrir son entreprise ou un magasin le dimanche. Mais en même temps, ce que je me dis, on casse le rythme d'une société. Sans parler que le dimanche, hors dimanche religieux, hein, mais le dimanche, tout le monde était en repos et il y avait un rythme social qu'on est en train de casser. Maintenant, on pense même ouvrir le magasin la nuit, 24 heures sur 24. Donc, quelque part, là-dedans, moi, j'ai l'impression d'une folie sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une cadence, il n'y a plus de rythme de données. Je suis bien d'accord avec vous. À chaque fois que on fait de la journée du dimanche, par exemple, une journée de travail comme les autres, à chaque fois qu'on étend les horaires d'ouverture des magasins ou éventuellement aussi des entreprises, à chaque fois on perd des conquêtes et des sanctuarisations d'un certain temps libre. Et ce temps libre, ces moments de respiration, de suspens, d'arrêt, comme j'ai essayé de le faire apparaître avec Simone Weil, ce sont précisément ces moments-là qui sont constitutifs
d'un rythme plus serein, d'un rythme plus vivable, plus humain. Donc les moments de pause sont absolument constitutifs d'un rythme social plus acceptable. Et du coup, là encore, il faut que ces moments-là, ces moments où ces acquis sociaux sont remis en cause, il faut pouvoir les porter sur la place publique, les discuter ou éventuellement lutter, se mobiliser, etc. Alors les causes, les motifs de mobilisation ne manquent pas, certes, mais il faut bien avoir conscience du fait que lorsque on décide qu'une certaine zone commerciale, que l'ensemble d'une ville touristique, par exemple, doit avoir ses magasins ouverts le dimanche, en réalité, c'est un vrai choix de société qui passe par là. Alors, pour ma part, j'ai une petite question qui concerne le rythme des humains et de la nature. Sous nos latitudes, on a des périodes d'hiver où tout ce qui est vivant autour de nous se repose un peu. Je veux dire, il y a de l'hibernation chez les animaux, il y a des arbres, la nature qui se met au repos. Pourquoi nous, êtres humains, on s'entête à vouloir bosser 8 heures par jour, été comme hiver? Pourquoi est-ce que l'hiver, on ne prendrait pas un temps de pause, on ne réduirait pas notre période de travail pour... on éviterait peut-être comme ça, économiquement, je dirais, des tas d'arrêts de travail qui sont liés à des problèmes de santé. On réduirait peut-être une consommation d'énergie exagérée à vouloir bosser la nuit, etc. etc. Voilà, une question. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse simple à votre question, mais elle est intéressante parce que vous portez le niveau de l'interrogation à un niveau anthropologique, en définitive, et en interrogeant une existence humaine qui est aussi le produit d'une longue évolution à travers des siècles, des millénaires, longue évolution au cours de laquelle nous sommes affranchis de certains rythmes naturels. Alors ceux-ci sont encore bien présents dans le cas des activités agricoles, par exemple. Mais même là encore, on peut créer des conditions artificielles, celle d'une serre, par exemple, où on va s'affranchir de ces conditions naturelles. Donc, dans cet affranchissement, ce qui est en jeu, c'est l'artificialisation. Ça, c'est le premier aspect. Et ensuite, il y a une multitude aussi de techniques de gestion de la nature ou de gestion du vivant, de domestication, par exemple, des animaux, qui permettent de franchir un pas supplémentaire au-delà de l'artificialisation. Et donc de modifier les rythmes de la nature elle-même. Et puis enfin, nous avons à notre disposition une multitude de techniques pour nous affranchir des rythmes naturels. Alors, il y a déjà des conditions artificielles, la lumière par exemple, pendant la nuit, mais ça relève en un sens de l'artificialisation. Mais nous avons aussi tout un tas de moyens proprement humains qui passent par certains médicaments, certains stimulants qui vont nous permettre nous-mêmes de nous affranchir de nos rythmes biologiques. Et donc d'être par là plus actif, plus performant, de dormir moins en définitive, ou de ne plus dormir, voilà, d'être moins sujet à la fatigue également. Donc nous avons aussi toutes ces ressources, tous ces moyens qu'on peut mobiliser pour être plus performants, plus optimaux, et en définitive encore plus soustraits ou affranchis des rythmes de la nature. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ouais. Merci. Merci pour cette conférence très intéressante. Au tout début, tu as parlé de l'accélérationnisme. Il m'a semblé que, je ne sais pas si tu l'as évoqué, mais qu'il y a plein de courants dans l'accélérationnisme. En tout cas, il y a un accélérationnisme de gauche, on dit souvent communiste, et puis un de droite. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les différences ? Je ne suis pas sûr que ça se ramène si facilement que ça à accélérationnisme de gauche ou de droite. Néanmoins, c'est vrai que il y a différentes vitesses en un sens. Il y a
il y a certains accélérationnistes, par exemple, qui trouvent que c'est une bonne chose, en définitive, que cette accélération, qu'on peut pousser à l'extrême la logique de marché, d'innovation technologique, qu'on peut intensifier les dynamiques capitalistes et qu'on parviendra par là à une société plus inégalitaire. Ça, c'est un accélérationnisme qui se veut positif, prescriptif, qui est prôné par exemple par des gens comme Williams et Schrisek. Et puis il y a d'autres théories de l'accélération qui, elles, en revanche, considèrent qu'il faut contrer cette accélération générale par un processus de décélération. Donc que la prise de conscience de l'accélération générale est un moment nécessaire pour ensuite envisager les moyens d'une certaine décélération qui peut aller avec une perspective de décroissance. Donc c'est peut-être ce que tu appelles un accélérationnisme de gauche. L'accélérationnisme de gauche dont j'ai entendu parler, c'est ceux qui considèrent qu'effectivement la technologie, il faut y aller, profitons, allons-y à fond, et avec tout ça, on va pouvoir redistribuer les richesses. Peut-être pas travailler moins, mais en tout cas faire bosser les robots, et à la fin, nous, on se la joue tranquille. Oui, d'accord. Oui, alors c'est peut-être la première version de l'accélérationnisme que j'évoquais. Et évidemment, il y a d'autres théories accélérationnistes qui considèrent que, en un sens, survivront ceux qui pourront survivre ou en profiteront ceux qui pourront en profiter sans avoir pour autant le souci de parvenir à une société plus égalitaire. Ok, ben on va en rester là. Merci beaucoup, Laurent.